On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Ariane Blais-Lacombe bricole, rafistole et raccommode une chronique sur la réparation. Jean-Philippe Marceau se demande si la conscience se limite aux êtres humains. Et Alex Deschênes se questionne sur l'ado qu'il serait s'il était né 20 ans plus tard. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du très conscient James Langlois. Bonjour James. Tu dis ça dans quel sens? Moi, je pratique pas la pleine conscience. Non, mais t'es quand même quelqu'un de conscient, hein, consciencieux même, des fois. Oui, c'est qu'est-ce que tu entends par là? À son affaire, rigoureux, qui réfléchit à ce qu'il fait, au sens de la vie aussi. Ah ben, je suis content de l'apprendre. Tu dois aimer ça avoir des collègues comme ça. Oui, mais ça pallie mes manques, sûrement. Hey, aujourd'hui, je veux saluer un auditeur consciencieux aussi en la présence de Yannick Jobin. Ah, salut Yannick. Merci de nous écouter. Merci à tous les auditeurs. Vous pouvez nous écrire à onpdm@letradunionverbe.com et surtout la messagerie de nos réseaux sociaux. Hey, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui, James? Ben, il y a notre bien-aimé Jean-Philippe Marceau. Bien-aimé, oui. Salut. Panpsychisme. Exactement. Et des gens aujourd'hui qui pensent que peut-être même des particules fondamentales seraient conscientes. Il là là. C'est quand même un peu farfelu, mais il y a des raisons intéressantes pourquoi, de un, il y a des gens qui ont envie de vivre ce genre de monde-là, puis aussi pourquoi, théoriquement, en fait, ça aiderait quand même à résoudre certains problèmes que certains philosophes ont aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles sont rigoureuses, les particules. Sont très rigoureuses. Okay. C'est pas juste des nonos qui pensent ça, hein? C'est pour ça qu'on va se pencher. Exact, ouais, ça c'est étonnant. On n'entendait pas trop parler de ça il y a 10-20 ans, disons, mais aujourd'hui, il y a quand même plusieurs penseurs très sérieux en philosophie de l'esprit puis en sciences cognitives qui disent ça. Alors, on y verra dans quelques instants. On va aussi, en fin d'émission, avoir Alex Deschênes qui va nous parler de l'ambiguïté de l'adolescence, une période pas toujours facile. Ben, comme tout le monde, je pense que... Ben, comme beaucoup. Certains ont des adolescences plus faciles. La mienne a été assez difficile. Et au fond, je me demande quelle réponse on apporterait aux jeunes que j'étais lorsque j'avais 14, 15, 16 ans, si j'étais né plus tard, c'est-à-dire si j'étais un adolescent aujourd'hui, en 2022. Ça sera en toute fin d'émission. Merci d'être là, Alex. Et tout de suite après la pause, ça sera Ariane qui va nous parler de réparation textile. Pourquoi tu ris? Parce que je vais en apprendre beaucoup. Oui, je l'espère. Ah ouais, je vais être tout oui, check bien ça. À tout de suite. À tout de suite. De plus en plus d'objets produits à la chaîne sont conçus pour briser après un certain temps ce scandale industriel appelé obsolescence programmée est chaque jour mieux documenté, hein, Dieu merci. Mais ce ne serait pas si dramatique cette obsolescence programmée si le consommateur pouvait au moins réparer lui-même le grille-pain, la voiture ou le téléphone cellulaire qui capote. Hein. Notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe répare pas de voiture ni de téléphone cellulaire, mais elle fait partie de ceux qui, le poing en l'air, revendiquent le droit de réparer. Salut Ariane. Allô Antoine. Alors il y a des vidéos là, qui pullulent un peu partout sur Internet, tu sais, les trucs DIY, le do it yourself, l'artisanat est à la mode. Parmi cette mouvance-là, il y a l'idée aussi de pouvoir réparer soi-même ses vêtements. T'en as fait presque une spécialité, une petite carrière même sur le côté, non? Oui, tout à fait. Moi, c'est quelque chose qui me branche beaucoup, la réparation textile. Puis c'est sûr qu'on peut... ça peut paraître un peu... insignifiant, là, finalement. Là. Ben non, mais j'en parlais avec Simon en arrivant, puis il m'a dit que lui, quand il y a un trou dans ses bas, il les jette à la poubelle de manière complètement nonchalante. Et je suis sûre que... C'est pas très laudate aussi, ça, comme geste. C'est pas du tout laudate aussi. Puis... Moi, ça me chavire à chaque fois.
que tu Je suis jettes pas du capable. linge. C'est pour ça que je les garde pendant longtemps dans mes tiroirs, même si je les mets plus, mais Il faut faire attention après avec le problème inverse. Si vous aviez vu, quand James a commencé à travailler au Verbe, il se pointait souvent avec des chemises au coude troué. Là, maintenant, maintenant qu'il est marié, les choses ont évolué. Mais oui, continue, Ariane. Ça va dans ce sens-là, ce que tu dis. Ouais, c'est exactement, parce que je pense qu'on peut vraiment faire des liens entre l'obsolescence programmée. Souvent, quand on parle de ce terme-là, on va parler des appareils technologiques parce qu'on sait qu'en fin de vie, ces appareils-là sont très polluants. Mais c'est aussi le cas des vêtements. Puis l'obsolescence programmée des vêtements, ça s'appelle tout simplement la fast fashion. C'est quoi? C'est l'idée qu'il y a une vingtaine d'années, là, peut-être, là, on parle même pas des années 50, là, encore au début des années 2000, les compagnies de vêtements, les designers faisaient 2 collections par année, printemps-été, puis automne-hiver. Avec des grands défilés qui lançaient avec les des grands défilés, puis là, tu pouvais aller faire ton magasinage une fois, puis tu étais comme à la mode pour à peu près 6 mois. Mais là, maintenant, ce que les magasins font, c'est qu'ils sortent des micro-collections à peu près chaque mois. Aïe. Donc, aussitôt que tu as acheté ton linge, il est presque instantanément démodé. Une espèce d'obsolescence symbolique. L'objet il est encore utile, mais il est dépassé par le courant. Ben oui et non. Fabriqué aussi. Ben, exactement, parce que si c'est plus à la mode, pourquoi est-ce que ça devrait durer plus longtemps que ce que c'est fait à la mode? Donc, on se ramasse aussi avec des vêtements tellement cheap qui sont même pas faits pour être portés, pour être encore en état d'être portés, passer quelques mois, 6 mois, 1 an. Puis je pense que ça, c'est un constat qu'en tant que consommateur, on fait beaucoup. L'impression que le linge qu'on s'achète est de plus en plus cheap, ça pète de partout. Après 2 lavages, là, ça fit plus bien. Donc ça, c'est le phénomène de la fast fashion. Puis c'est vraiment un problème en regard de la réparation aussi, parce qu'on peut se dire, en fait, si mon linge est trop cheap pour même être réparé, ben là, on a vraiment un problème. Donc, dans une démarche plus écologique, souvent, on va parler d'acheter des choses plus durables, acheter moins de vêtements, peut-être payer un peu plus pour avoir un vêtement éthique et tout ça. Puis, il faut quand même être conscient que c'est pas nécessairement tout le monde qui a les moyens de faire ça. Mais si on rajoute la réparation là-dedans, si on met l'achat seconde main aussi, qui permet d'avoir accès à des vêtements peut-être de meilleure qualité, mais pour un prix moindre, bien, à ce moment-là, on rend la chose peut-être un peu plus accessible à un plus grand nombre de gens. Mais tu parles de ça, mais pour les vêtements, mais ça s'applique à tout ce qu'on achète ou presque, là, j'ai l'impression. Hein? Oui, vraiment. Puis, en fait, il y a quelque chose qui émerge qui s'appelle les cafés réparation. Puis ça va s'attaquer non seulement aux vêtements, mais aussi aux petits électroménagers. Le concept, c'est que généralement, ça part d'un endroit ou d'un organisme qui a pour but de combattre l'obsolescence programmée, de favoriser la réparation des objets, mais aussi la création d'une communauté authentique autour de ça. Puis donc, ça va rassembler des gens qui ont des connaissances particulières en électronique, en technologie. Moi, je pourrais y aller pour réparer des vêtements ou des bijoux si c'est des connaissances que j'ai. Puis là, les gens qui ont des objets brisés viennent à la rencontre. Puis ça se fait de manière complètement sympathique et gratuite. Ouais. Puis le but, c'est vraiment juste de réparer nos objets ensemble. Puis comme on est beaucoup dans la société, puis qu'on a beaucoup d'objets brisés, mais qu'on a aussi encore des connaissances. Ça vise aussi la transmission de ces connaissances-là, parce que je ne sais pas vous, mais moi, quelqu'un qui répare un toaster, je ne sais pas si j'en connais. Mais en allant à un café de réparation, comme t'en connais? Bon, ben il faudrait que tu l'amènes. Puis là, il pourrait m'apprendre à moi-même réparer mon toaster. Puis pour ça aussi que ces savoirs-là se perdent pas. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, la perte des savoirs. Avant, c'était commun, là, tout le monde, tu sais, les gens avaient moins accès, il y avait moins de consommation qui se faisait. Donc, tous les objets étaient réparés, étaient passés d'une personne à une autre. Tu sais, si toi, tu voulais un nouveau toaster, ben ton ancien toaster, c'est clair qu'il y a un de tes voisins qui le voulait, puis s'il brisait, qu'il allait le réparer. Donc, il y avait ça, tandis qu'aujourd'hui, on jette tellement plus, c'est tellement toujours plus facile de jeter puis de racheter que c'est ça qu'on fait. Mais c'est un mur dans lequel on fonce. C'est sûr que Alex, oui? Ben, la réparation, c'est manifestement intéressant. Je vois que c'est le sujet central là, de ce que tu veux apporter, mais en même temps, je me dis, dans un premier temps, si on peut acheter quelque chose de meilleure qualité, est-ce que c'est... Il y a une sorte de ressources où les compagnies sont un peu... où on peut savoir quelle compagnie... Par exemple, on parlait du vêtement. Là, on sait les compagnies qui pratiquent ça, l'obsolescence versus qu'est-ce qui est de meilleure qualité, ou c'est simplement des avis de consommateurs qui peuvent nous guider. Bien, les avis de consommateurs, je pense, peuvent nous donner une bonne idée. C'est sûr, si on s'intéresse au côté plus écolo, bien là, oui, il y a certaines choses qu'on peut aller regarder comme des étiquettes éthiques ou bio. Mais aussi, il y a de plus en plus des magasins qui voient le jour, puis c'est des magasins de type « Buy Me Once ». Donc,
les magasins vont s'assurer que tous les produits qui font rentrer dans leur magasin ont une garantie à vie. Donc, on sait qu'une fois qu'on achète cet élément-là, par exemple, un parapluie, un parapluie, ça pète-tu tout le temps, puis on ne sait jamais comment le réparer. Ouais. Mais si tu achètes ton parapluie dans ce magasin-là, ben, tu sais qu'il va pouvoir être réparé ou du moins qu'il va avoir une quelconque forme de garantie. Puis quand il y a une garantie, c'est aussi une manière que les compagnies s'auto-tordent le bras. Puis en fait, c'est nous, les consommateurs, que si on veut, on peut tordre le bras des magasins puis leur faire comprendre qu'on veut des garanties, on veut des produits qui durent. Puis c'est aussi d'arrêter d'acheter des produits incroyablement cheap. Absolument. James? Ma grand-mère avait une sorte d'adage, elle disait, pour de la qualité, il faut que tu payes. Malheureusement, c'est souvent le cas. Hein, plus on paye cher, puis plus, ordinairement, c'est de la qualité. Mais je dirais que l'achat seconde main, qui fort heureusement augmente en popularité. Avec les réseaux sociaux, entre autres. Là. Entre autres, oui. Marketplace, c'est une bonne manière, mais c'est aussi que souvent, ça permet vraiment d'avoir accès à quelque chose de meilleure qualité. Ouais, comme je me souviens, à moindre coût. Mon beau-grand-père me disait, pourquoi est-ce que tu irais acheter quelque chose? C'est pourquoi est-ce que tu achèterais un verre à vin, une pièce sur Kijiji, quand tu peux avoir un verre à vin, une pièce au Dollarama? J'essayais de lui expliquer que dans ma tête, le marché qu'on fait quand on achète usagé, c'est souvent que le verre à vin à une pièce sur Marketplace va probablement être de meilleure qualité. T'sais, si tu as une auto à 10 000 sur Kijiji puis une auto à 10 000 neuve, ben une auto à 10 000 neuve, elle ne doit pas être si bonne que ça. Là, où je nomme un chiffre comme ça, mais souvent dans l'usager, on peut aller chercher meilleur. Puis ça se croise aussi avec la mode du vintage, qui là, finalement, amène une surenchère des trucs qui sont vintage, alors que ça vient à coûter super cher pour un vieux T-shirt avec Mickey Mouse dessus. Là. Ça, c'est un peu le revers, le ridicule de cette idée-là, mais reste que dans l'achat seconde main, surtout dans le textile, on peut trouver vraiment beaucoup de choses. Là. Je l'évoquais un peu, Ariane Blais-Lacombe, en début de chronique. Il y a même un mouvement, bon, il y a les réseaux sociaux, là, il y a un hashtag MendMarch qui fait la promotion là, de la réparation, entre autres, de textiles. Il y a aussi le droit à la réparation. C'est quelque chose qui prend un certain essor. Toi, tu te revendiques de ce mouvement-là? Bien, je m'en revendique de manière un peu informelle. Là. C'est quelque chose qui existe un peu plus en Europe. Je pense qu'ils ont des associations formelles de Right to Repair. Puis en fait, le concept du Right to Repair, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de grandes compagnies. Puis là, on est surtout dans le domaine technologique qui vont punir les consommateurs, si on veut. Mettons que tu vas essayer de réparer ton MacBook. D'ouvrir mon téléphone là, pour le réparer. iPhone, tout simplement. Puis si jamais tu fais une réparation, ça marche un peu, mais ça repète 2 mois plus tard, bien, Apple pourrait te dire, ben non, tu l'as réparé toi-même, fait que maintenant, il n'y a plus de garantie. Ou simplement aussi de revendiquer que les compagnies rendent accessible des pièces de réparation. Ah ouais. Ton blender, là, la partie en verre, elle casse dans l'évier. Bien là, après, est-ce que tu es obligé de jeter toute la patente ou ta cocotte, si tu fais juste casser le couvercle de ta cocotte, là, vous essayerez de magasiner un couvercle de casserole, là. Non, mais j'étais toute content l'autre fois parce que la couvercle de ma mijoteuse avait brisé. J'ai rappelé à la compagnie, j'ai payé 20$, mais on en renvoyé un. J'ai l'impression que c'est vraiment une question d'éthique de la compagnie, parce qu'en effet, il y a certaines choses dans le passé. Une petite pièce de caoutchouc pour un blender que j'avais perdu. Ben, on croyait l'avoir perdu, on l'a fini par la retrouver, mais on a pu en recommander une. Versus d'autres choses que des fois, on est vraiment mal pris. Tu sais, c'est niaiseux, mais j'avais failli l'acheter, même jeteuse, à cause de ça. Là. Oui. La jeter, pas l'acheter. La jeter. Oui, la jeter. Oui, c'est ça, en fait, parce qu'il y aurait les associations qui militent pour le Right to Repair, c'est aussi d'aller mettre pression sur les gouvernements pour que finalement les gouvernements interviennent là-dedans puis fassent un certain nombre de lois, comme on peut penser dans le domaine alimentaire. Il y a de plus en plus la volonté que les épiceries, plutôt que jeter leur surplus, les donnent à des banques alimentaires. On pourrait faire la même chose avec des magasins de vêtements, parce qu'on sait qu'il y a des magasins de vêtements qui, plutôt que de donner leur surplus, vont déchirer exactement et jeter. Moi, être employé d'une compagnie comme ça, j'aurais vraiment beaucoup de difficultés à faire ça. Mais donc, d'être capable d'aller appliquer des règlements comme ça pour former les compagnies à faire plus pour la réparation, pour le service après-vente, pour aussi permettre soit des réparateurs autorisés qu'il y en ait plus, ou permettre même aux consommateurs eux-mêmes de réparer leurs biens.
Ariane Blais-Lacombe, il nous reste à peine quelques petites minutes. Tu as pour nous des exercices, des façons là, de nous engager dans cette voie-là un peu plus écolo. Ben oui, en fait, tu as mentionné tantôt le Men March, puis j'aimerais terminer avec ça parce que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui, c'est qu'on est encore pendant le mois de mars. Alors, tous ceux qui ont Instagram, vous pouvez aller, puis vous mettez hashtag Mend March. Mend, c'est en anglais pour réparer, donc dans le cas... M-E-N-D. M-E-N-D, donc pour rapiécer. Donc, pendant le mois de mars, ce défi-là, à chaque jour, il y a comme un mot thème qui vise à inspirer les gens à faire des réparations, puis à les partager. Puis ça permet honnêtement, un bel échange de techniques, d'inspiration pour réparer, puis aussi de rencontrer des gens qui font des choses comme ça, là. Donc, personnellement, je suis en temps de carême sans Instagram. Puis honnêtement, c'est ma grande tristesse de ne pas pouvoir aller partager avec mes amis d'Instagram les réparations que je fais. Mais là, tu nous le partages aujourd'hui. Tu as même apporté quelques pièces. Rapidement, dans quelques secondes, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu fais comme réparation? Là? Bien, mettons, il y a les réparations. Comme j'ai amené des bas dans lesquels j'ai réparé des trous. Puis là, ça fait 2 ans que c'est brisé. Puis ça fait 2 ans que... Ça tient le coup? Ça tient le coup. Puis même... Je t'envoie tout mon linge. Mes bas, tous mes bas. Si c'était les bas à Simon Lessard, il serait combien ça vidange. coûte? Oui. Puis aussi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que réparer son linge, ça permet une double diminution des déchets parce qu'on peut utiliser du linge brisé pour réparer du linge brisé. Donc, j'ai ici un pyjama d'un de mes enfants qui était troué au genou parce que les enfants, ça fait souvent ça. Donc, j'ai utilisé un vieux gilet dans lequel j'ai découpé des patchs de tissu. Puis après, je suis allée les coller sur le nouveau. Ou encore, on peut utiliser des vieux morceaux de vêtements pour complètement créer des nouveaux morceaux. Là, je comprends qu'il faut quand même un petit peu plus des talents de couture, mais des fois, il y a des trucs pas trop compliqués qu'on peut faire avec des enfants. Donc, récemment, avec un vieux pyjama de mon père qui m'avait amené pour qu'on couse des masques, on a fait un nœud papillon que j'ai cousu avec mon fils de 5 ans. Donc, c'est mignon. Il y a moyen de conscientiser aussi les enfants sur la réparation textile, puis le cycle de vie des vêtements qui est étonnamment linéaire, alors qu'on pourrait faire plus pour utiliser les déchets pour recréer des nouveaux vêtements. Absolument. Et on a une très belle illustration devant nous avec ce que tu as apporté. Ariane Blais-Lacombe, merci infiniment. On peut te lire régulièrement sur leverbe.com. Et là, aujourd'hui, tu nous parlais de ce mouvement de réparation qui est une sorte de remède contre la surconsommation ambiante. Merci beaucoup, Ariane. À bientôt. Ça fait plaisir. J'ai marché le jour et la nuit vers l'inconnu pour vaincre mes peurs au bout du monde. Les mêmes fantômes, l'indifférence est maîtresse du royaume. Même la tête à l'envers, on colle tous à la terre, mais il continue de neiger dans mon cœur. On m'a fait croire
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde et on vient d'entendre Nous avons marché de la chanteuse inuite Elisapi. Est-ce qu'un bébé est conscient de ce qui se passe autour de lui? On pourra peut-être répondre à la question tantôt autour de la table. Est-ce qu'un chien est conscient du nonos que je lui tends? Et mon crayon, hein? Est-ce qu'il est conscient que je le tiens présentement? Ce crayon qui participe à On n'est pas du monde sans même le savoir, peut-être. Hein? Alors Ou non, il le sait. Est-ce qu'il le sait, est-ce qu'il le sait pas? Alors, pour répondre à toutes ces questions super importantes, on a avec nous un spécialiste de la conscience. Ouais, mais j'ai fait mon maîtrise de mémoire. J'ai fait mon mémoire de maîtrise, en fait, sur ce sujet-là, sur la le conscience. Crayon? Ah, OK. Mais, moi, attends, je vais te présenter quand même Jean-Philippe Marceau, qui contribue au blog de Symbolic World et à On n'est pas du monde et au Verbe. Bonjour. Bonjour. Oui. Mais, ouais, tu sais, le crayon en tant que tel, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dire que le crayon, comme un tout, est conscient, mais ce qui est étonnant, puis que c'est pas encore très connu en dehors du milieu académique, mais ça commence à sortir. Il y a quelques grands panpsychistes qui commencent à faire des vagues dans des podcasts, etc., qui disent en fait que même si le crayon en tant que tel ne serait pas conscient, peut-être bien que ces particules, puis peut-être même ces molécules seraient conscientes. Évidemment, ce ne serait pas des consciences très, très complexes là, que les gens vont donner aux particules de ton crayon, mais ils donneraient quand même quelque chose. Avant d'aller plus loin, Jean-Philippe Marceau, on n'a pas le choix de définir un peu ce que c'est que la conscience, là, parce que là, je parlais de chien, de bébé, de crayon. De quoi on parle là, quand on parle de conscience? Il y a beaucoup même d'articles dans le domaine qui commencent en disant que la conscience, c'est un terme un peu bâtard, parce qu'on l'utilise de plein de façons. Mm-hmm. Mais le sens dans lequel les panpsychistes l'utilisent, c'est au niveau de l'expérience. Fait que c'est l'effet que ça fait de voir quelque chose, de sentir quelque chose, de manger quelque chose, etc. On parle vraiment de sensation, pas de conscience de soi, ou de connaissances abstraites pour ce genre de conscience-là. Fait que, par exemple, dans le cas des particules de ton crayon, par exemple, les panpsychistes diraient que, disons, l'électron doit sentir quelque chose qui le repousse de d'autres électrons puis qui l'approche de des protons. Comme une sorte de chaîne d'action-réaction. D'expérience très, très élémentaire. Mm-hmm. Mais attends, tu utilises un mot depuis tantôt, le panpsychisme. C'est quoi, ça commence, oui. Oui, ben tu sais, on parle de conscience, d'esprit. Panpsychisme, l'idée derrière le mot, c'est pan qui serait partout et psychisme pour esprit. Donc, c'est l'idée que l'esprit serait partout. Donc, ça, il y a différents genres de panpsychisme, mais la variété qui est le plus connue aujourd'hui en philosophie de l'esprit, ça a été réintroduit, je dirais, en grande, il y a une trentaine d'années, par un philosophe australien qui s'appelle David Chalmers. Puis aujourd'hui, c'est rendu assez répandu dans la littérature, en philosophie de l'esprit, puis même en sciences cognitives. C'est une minorité comme position, mais ça grandit, puis c'est assez bien établi. Si tu poses des questions à quelqu'un dans le domaine de la philosophie de l'esprit, il va savoir c'est quoi le panpsychisme. Fait que c'est l'idée que toutes les choses seraient à un certain degré conscient. Évidemment, ça va être très simple pour les particules, puis ça va être plus compliqué pour un humain, disons. Puis dans certaines choses, ça va être juste rien, comme la table en tant que telle. C'est constituant pour être conscient, mais l'assemblage en tant que tel ne fait pas quelque chose de conscient. Versus toi, disons, Antoine, que toi, quand tes consciences de particules s'assemblent, ben toi, ça fait une conscience énorme d'Antoine, qui est une genre de combinaison complexe des petites consciences. Fait que c'est un peu farfelu quand même, tout ça, mais il y a des raisons pourquoi des gens sont prêts à aller jusque-là aujourd'hui. Ça n'a pas émergé de rien ex nihilo. J'imagine que c'était pour répondre à un problème que des gens se sont mis à imaginer cette théorie-là. C'est ça, exact. Il y a deux genres de raisons, je dirais, pourquoi les gens se sont mis à imaginer ce genre de théorie-là. C'est que, de un, c'est des problèmes théoriques, puis de deux, aussi des problèmes existentiels. Ah. Les deux sont reliés. Fait que je vais essayer d'expliquer un peu. Dans la version théorique, c'est deux problèmes. Le premier, c'est le problème corps-esprit, un problème classique, là, disons. On dirait que toutes les choses qu'un humain fait, on peut les décrire d'une façon physique, matérielle, puis aussi d'une façon consciente. Fait que, par exemple, moi, je me suis levé tantôt... Ariane qui tricote, là. Ouais, mettons Ariane qui tricote. Ben, on peut raconter deux histoires. De un, quelqu'un qui serait un matérialiste pourrait dire, ben, je pourrais regarder ce qui se passe dans le cerveau d'Ariane, puis calculer toutes les prédictions, comment est-ce que ses mains vont bouger, dépendamment de ce qui se passe dans son cerveau. Fait que là, j'expliquerais tout. Je doute beaucoup que ça puisse se faire pour vrai, mais selon les matérialistes, ce serait possible de tout prédire, tout expliquer ce qui se passe dans Ariane. Une sorte de déterminisme qui vient de ça. Ou même si c'était pas déterministe, il y a des gens qui vont être statistiques par rapport à ça. Ils vont dire que on peut calculer les probabilités de tout ce qui va se passer avec Ariane, puis Ariane serait comme fixée par ces probabilités-là. Il y a des gens qui diraient ça aussi, mais d'une façon ou d'une autre, c'est une histoire qui est juste physique. Ouais. Mais il y a une autre histoire qu'on peut raconter aussi, c'est que Ariane est en train de réparer tel bout de pyjama, par exemple, pour que son enfant se fasse pas mal aux genoux. Ça, c'est quelque chose qui est une histoire consciente qui n'est pas clairement reliée à la matière de son cerveau, par exemple.
Ou Ariane boit de l'eau parce qu'elle tousse. C'est ça. Là, il y a sa douleur. Disons, il y a une histoire consciente. On peut dire c'est parce qu'elle a mal à la gorge, parce qu'elle tousse, etc. Mais quelqu'un pourrait aussi donner une histoire qui est juste matérielle. De dire, il se passe telle chose dans ses cordes vocales, qui font monter tel signal à son cerveau, qui font descendre tel signal à ses mains, etc. Fait en général, on dirait qu'on existe comme à deux niveaux. Puis là, il y a un genre de malaise que ça fait. Okay, est-ce qu'il y a une de ces histoires-là qui est vraie, l'autre qui est fausse? Est-ce qu'il y en a une qui se réduit à l'autre, etc.? C'est le problème corps-esprit. C'est le problème classique. Et j'ai l'impression que plus on monte dans la hiérarchie des êtres, c'est-à-dire des êtres physiques, végétaux, plus au fond, on voit la conscience apparaître, puis la place que prennent l'histoire personnelle, comme tu dis, ou le vécu dans les décisions, les actes. Les consciences deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à relier avec ce qui se passe au niveau matériel, si on regarde ça pour un matérialiste. Fait que ça, c'est un problème qui est classique en philosophie de l'esprit. Un autre problème vient de la philosophie de la physique cette fois-ci. Puis ça, c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais même des gens qui étaient à la base physicalistes, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il y a juste le physique, disaient que ça, c'était quand même un problème pour eux. Il fallait quand même le résoudre. C'est-à-dire, si tu regardes toutes les entités que la physique décrit, sont toutes les entités dont le matérialiste parle. En fait, un atome. Un atome, un électron, tous les objets purement physiques. Si on regarde qu'est-ce que le physicien nous dit vraiment là-dessus, en fait, ça ne dépassera jamais juste le comportement. Il ne nous dira jamais c'est quoi la nature de ces entités-là. Même si on prend quelque chose de très fondamental, là, par exemple un électron, qui serait supposément une particule fondamentale. Cet électron-là, en fait, si tu regardes ce que le physicien te dit sur l'électron, on sait il suit quelle équation, je suis capable de prédire un paquet de choses sur l'électron. Mais je ne sais pas c'est quoi l'électron en soi. Il te parle bien plus de ce qu'il fait que de ce qu'il est. C'est ça. Même de dire, mettons que l'électron, il y a telle charge puis telle masse, même ça ne me dit pas vraiment c'est quoi l'électron parce que telle masse puis telle charge, ça fait juste me dire, si tu mets telle variable dans telle équation, tu peux calculer telle affaire. Comme les masses puis les charges, c'est juste des choses qu'on plug dans les équations. On ne sait pas en soi c'est quoi. Fait que le matérialiste qui essaie d'avoir une vision du monde ou qui aurait juste la physique, disons, en fait, il y a un trou dans son ontologie. Fait que ça s'appelle le problème du vide ontologique en physique. Il y a un trou dans, disons, le monde matérialiste. Et là, Jean-Philippe Marceau, le panpsychisme vient, tant bien que mal, tenter de répondre à ces deux problèmes-là que tu viens d'évoquer. Exact. Il essaie de faire deux pierres d'un coup. Puis là, ce qu'il se dit, c'est je vois plein de trous dans l'ontologie de la physique. Puis je sais qu'il y a la conscience aussi dans le monde qui existe. Fait que ce que je vais faire, c'est que dans tous les trous, je vais mettre des consciences. Fait que c'est vraiment ça le move, là. Parce que ça marche bien rendu à l'humain, parce que, disons, je racontais l'histoire d'Ariane tantôt, qu'on peut expliquer de façon physique, puis de façon consciente aussi. Parce que le panpsychiste, il dit, c'est qu'en fait, la science nous donne le comportement, disons, ce qui se passe à l'extérieur chez Ariane. Mais si on veut connaître les vraies raisons, là, faut parler de son esprit. Fait que c'est en fait l'esprit d'Ariane qui anime les équations que le physicien pourrait utiliser pour décrire Ariane, par exemple. Ça se fait pour toutes les choses dans l'ontologie. Alex? Un exemple concret qui résonnait avec tout ce que tu disais. Là. Récemment, j'avais vu un reportage, c'est sur Netflix, sur les champignons, puis on voit que les forêts, en fait, on voit les arbres, mais sous le sol, c'est d'immenses réseaux de champignons. Et comme si c'était ça, en fait, la réalité de la forêt. Là, c'est ce qu'on voit. L'âme de la forêt cachée. Oui, il y a quasiment comme quelque chose qui est quasiment cérébral. Là, ils communiquent ensemble. Il y a une communication qui se passe et qui a un pouvoir régénérateur, un pouvoir de stabilisation. Et je me dis, wow, il y a quelque chose là qui donne l'impression d'une sorte de conscience, ou en tout cas de capacité d'adaptation à l'environnement et de pouvoir agir sur Alors, c'est pas farfelu, cette idée-là du panpsychisme. Tu parlais de... Alex donne l'exemple de la forêt, mais tu disais que c'est un Australien qui avait pas mal mis ça à la mode dans les dernières années, mais j'imagine qu'il s'est basé sur quelque chose qui existait un peu avant lui. D'où ça vient, là, à l'origine, cette tendance-là à, comme tu dis, plugger un esprit dans tous les trous? On peut le retracer, disons, d'une certaine façon, jusqu'au grec, même Héraclite. Il y avait une vision un peu comme ça où chaque chose avait, disons, son logos qui participait dans le grand logos, mais donc, dans sa forme plus moderne, ça date environ d'une centaine d'années. Puis, disons, c'est relié un peu aujourd'hui aussi, là, ça semble très populaire, le panpsychisme en général, quand tu es dans une culture qui est très matérialiste, puis qui se frappe à certains murs. Parce que, disons, veux pas, si tu es matérialiste, tu vas avoir un genre de malaise. Parce que, disons, toutes les choses qu'on fait, on peut donner deux histoires, comme j'ai dit tantôt. Une histoire consciente et une histoire matérielle. Fait que ça fait une genre d'aliénation de notre esprit par rapport au monde. On sent qu'on n'appartient pas tout à fait. Fait que ça nous arrive aujourd'hui en Amérique du Nord, mais c'est déjà arrivé aussi en Europe au début du 20e siècle, fin du 19e siècle. Où, là, on l'oublie un peu parce qu'il est arrivé plusieurs crises en physique, mais à l'époque, là, fin 19e, début 20e siècle, les gens pensaient que la physique, c'était infini. Newton tenait depuis des centaines d'années. On avait fait le tour de la patente. C'est ça, on pensait que le monde était
physique, matériel, puis ça allait tout régler. Puis fait que les gens se sentaient très, très aliénés dans leur esprit par rapport à un monde qui avait l'air d'être complètement physique, complètement déterminé. Oui, James. On pourrait être content parce que d'une certaine manière, on dirait que ça rouvre la brèche à ramener de l'âme dans la vision matérialiste, mais d'un autre côté, ça pourrait pas amener aussi à une certaine vision de dire qu'il y a de l'intelligence dans tout, que Dieu est partout, tu vois un peu où je vais en venir? Ouais, effectivement, c'est dangereux. Là. C'est possible d'arriver à quelque chose qui est très animiste, disons, là, ou une vision du monde où en fait, c'est assez incomplet. Parce que ce qui semble se passer en pratique chez des gens qui deviennent panpsychistes, c'est que ils vont peut-être rester là, peut-être devenir un peu New Age, mais il y en a aussi qui vont continuer d'explorer des façons d'enrichir leur vision du monde, puis ils vont arrêter d'être panpsychistes, en fait. Parce que, tu sais, on peut voir que, disons, si tu connais pas d'autres alternatives, le panpsychisme, c'est vraiment mieux que le matérialisme. Au moins, ton esprit, maintenant, il est rendu dans le monde. Sauf que une fois que tu es rendu avec ton esprit qui est dans le monde, panpsychiste, mais il y a quand même des trucs qui sont bizarres, puis il y a quand même des choses de plus que tu aimerais peut-être intégrer dans ton ontologie. C'est quand même bizarre, veux pas, de dire que des électrons seraient conscients. T'sais. En fait, le panpsychisme mène au panthéisme, d'une certaine manière. Oui, ça se peut bien. Ouais. Il y a effectivement des gens qui dépendent de ça. Il y a des gens qui vont parler de cosmopsychisme, d'ailleurs, là, qui semble beaucoup au panpsychisme. Même dans l'Église, il y a des gens qui ont exploré ça un peu, là, comme Pierre Teilhard de Chardin, qui avait désigné un peu comme ça. Puis ça, justement, comme dans le cas de... Teilhard s'est fait expliquer par... je ne sais pas s'il se l'est fait vraiment expliquer par Benoît XVI, mais dans son livre Introduction au christianisme, Ratzinger en parle, le fait qu'il y a des belles choses que Teilhard était capable d'aller chercher, mais c'est quand même limité comme vision du monde. Si tu t'arrêtes là à une genre de vision du monde où tout est des choses conscientes, c'est dur de parler de ce qui se passe aux extrêmes, y compris à l'extrême de la création où là, tu as Dieu qui est en dehors de la création. Fait que, par exemple, il y a quelques penseurs assez connus dans le milieu catholique qui ont déjà été dans un monde plus panpsychiste. Comme qui? Comme, je l'ai noté pour l'oublier, comme les Maritains, comme Jacques Maritain et sa femme Raïssa, que les deux, en fait, ils étaient dans une situation analogue à notre matérialisme aujourd'hui, parce qu'au début, justement, ils étaient jeunes, eux, au tout début du 20e siècle. Avant leur conversion. C'est ça. Ouais. Puis ils étaient dans un milieu du monde matérialiste très, très déprimant. Puis, comme beaucoup de jeunes à leur époque, étaient dans c'était extrêmement dépressif comme milieu de vie. Puis, ils s'étaient carrément fait un pacte de suicide, comme quoi ils se suicideraient à la fin de telle année, je pense, si ils n'arrivaient pas à trouver une philosophie qui leur permettait de justifier leur existence. Puis, c'est en écoutant des cours de Bergson, Henri Bergson, un philosophe qui était très, très célèbre à l'époque, parce que c'était un panpsychiste, qui expliquait certains problèmes du matérialisme, puis qui donnait aux gens une vision du monde où l'esprit existait au moins. Fait que ça a ranimé carrément les Maritains, ils ne se sont pas suicidés. Un peu de temps après, se sont convertis au christianisme, puis un peu plus tard, devenaient thomisme, en fait. Grâce à Léon Blois. Oui, avec leur conversion. Puis, tu sais, pour le dire rapidement, des choses qui manquent dans le panpsychisme qu'on va trouver chez le thomisme qui était attirant pour les Maritains, mais c'est par exemple le fait que dans le panpsychisme, si tu regardes aux extrêmes, tu as des choses qui n'ont pas l'air d'être conscientes, mais que tu voudrais quand même intégrer dans ta vision du monde. Par exemple, si tu prends des vérités très, très abstraites, comme le théorème de Pythagore, disons. Le théorème de Pythagore, tu dois dire que ça existe parce que ça fonctionne trop bien. On utilise plein de concepts comme ça dans notre vie de tous les jours. Si on commence à nier des choses comme le théorème de Pythagore, vite, on est en train de nier tout ce qui existe autour de nous. Fait que ça doit exister d'une certaine façon. Mais tu sais, ce serait dur de dire que le théorème de Pythagore, c'est une conscience. C'est une créature consciente comme en dehors de notre monde ici. Ouais. Donc, la réponse de la métaphysique classique, y compris dans le thomisme qui a plu aux Maritains, c'était de dire, il existe en général des formes abstraites, des patterns abstraits qui ne sont pas eux-mêmes conscients parce qu'ils existent hors du temps et de l'espace. Fait que, par exemple, le théorème de Pythagore... Il est vrai partout, en tout temps. C'est ça. Même s'il n'y a pas d'espace physique créé, le théorème de Pythagore serait quand même vrai. Pas moins vrai. Ouais. C'est ça. Donc, dans cette vision du monde-là, tu peux donner une place à des entités comme les formes abstraites, comme les patterns mathématiques, qui n'ont pas de place dans le panpsychisme. Fait que tu peux, disons, après un matérialiste qui passe du matérialisme au panpsychisme en « OK, maintenant j'ai la conscience dans ma vision du monde, c'est beaucoup plus riche », après ça, tu peux essayer de faire d'autres pas en plus, comme intégrer des vérités mathématiques, des objets abstraits. Puis là, ça donne une vision du monde qui est encore plus enchantée, encore plus intéressante, parce que l'homme a une place très spéciale, parce que nous, on a une conscience spéciale, pas comme les animaux, on est capable de capter des vérités abstraites, justement, en dehors du temps et de l'espace. Fait que il y a moyen d'aller encore plus loin que le panpsychisme, mais c'est très encourageant quand même, je trouve, de voir des gens qui arrêtent d'être matérialistes au moins, puis qui vont vers des choses plus riches. Même si à condition que, c'est ça, ils se satisfassent pas du panpsychisme, mais que ça stimule leur désir, leur curiosité d'aller un peu plus loin, et par exemple, vers le thomisme rapidement. Mais je comprends que tu vois un peu le panpsychisme comme une étape entre le matérialisme et une vision spirituelle du monde où il y a une ouverture
une dimension spirituelle, à Exact. un créateur. Oui, exactement. Jean-Philippe Marceau, c'était passionnant, comme d'habitude. Merci beaucoup On va méditer là-dessus. Oui, vraiment. Tu nous parlais du panpsychisme ou cette théorie là, qui met de la conscience là où il y a des points d'interrogation dans le monde créé, dans le monde matériel. Merci beaucoup. On peut te lire régulièrement sur leverbe.com et aussi sur le blog de Symbolic World. Merci, Jean-Philippe. Merci. On fait une petite pause, Antoine. Ah oui, ben oui. Puis après la chanson qu'on va entendre, Alex va nous raconter ce qu'il serait devenu s'il était né 20 ans plus tard. Je ne sais pas. L'adolescence est une période qui se caractérise par d'innombrables essais-erreurs, des ambiguïtés, un corps pas toujours compréhensible, des relations aux autres et à soi difficiles à cerner tellement notre propre identité ne connaît pas encore ses propres contours. L'auteur et conférencier Alex Deschênes n'est pas tellement différent du commun des mortels et a vécu tout ça. Hein? Oui, oui. Mais peut-être d'une manière spécialement intense. C'est quelqu'un d'intense de base, il faut le dire, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et pour les autres, ça va de soi. Alex Deschênes, bonjour, bienvenue. Mais merci encore pour cette invitation. On est très heureux de t'accueillir. Moi aussi, à chaque fois, toujours. Génial. Oui. Plaisir partagé, etc. Bon, ça suffit, là. On y va, on fonce. Alex, parle-nous de ton adolescence. Ça ressemblait à quoi? En fait, là, je ne parlerai pas de tout dans mon adolescence parce que j'en finirai pas, mais je pense que si vous avez déjà lu mon livre ou bien si vous m'avez déjà entendu ici à On n'est pas du monde ou en conférence, je parle beaucoup aussi avec ma vie, avec ce que j'ai vécu parce que je pense que je me suis rendu compte qu'en fait, ça aide beaucoup les gens de pouvoir s'attacher aussi à des expériences, là, de pouvoir connecter avec on n'est pas juste dans les concepts. Exactement, en parlant de notre histoire. Sauf qu'une histoire que je n'ai pas souvent racontée et que je regrette un peu de pas en avoir partagé un peu plus dans le passé, c'est que quand j'avais 14, 15, 16 ans, je ne sais pas honnêtement si je voulais être un homme. Puis j'étais très rejeté par les autres garçons et au point où je pensais être la personne la plus seule au monde. Je me
Je me sentais vraiment très isolé, différent des autres. Puis par moments, j'aurais voulu littéralement quitter mon corps. Puis littéralement, j'ai eu des idées suicidaires. Puis j'ai été sauvé, heureusement, par des amis qui... des amis, mais bon, comme on disait, les relations sont toujours un peu compliquées quand on est ado, là, mais des amis qui ont parlé de ces idées suicidaires que j'avais à la psychologue de l'école. Mais puis il venait d'où ce malaise-là, Alex? Je dirais pas que ça venait. Là, tu poses la question d'où ça venait. Ça vient de plein de choses, des blessures dans l'enfance et tout, mais... Par rapport à tu disais, j'étais pas sûr que je voulais être un homme. Ah ben voilà. En fait, c'est ce que j'allais... Une des manières dont ça se manifestait, c'est qu'à certains moments, j'aurais voulu emprunter le corps de l'autre. Je vivais dans un monde de fantaisie, j'aimais jouer avec les codes vestimentaires, porter des lunettes roses, des paréos par-dessus mes vêtements de garçon. Puis... Et en fait, aujourd'hui, maintenant que j'ai 35 ans, je suis papa, je suis marié, j'ai 3 beaux enfants, je me demande, et puis je me sens tout à fait à l'aise dans ma masculinité, je me demande souvent qu'est-ce qui aurait pu arriver, en fait, si j'étais né 20 ans plus tard ou si je vivais aujourd'hui mon adolescence. Qu'est-ce qu'on m'aurait dit? Tu sais, à l'époque, j'étais un peu au devant, je pense, de beaucoup de choses. Tu sais, j'étais un peu quelqu'un qui aimait manifester la différence, puis manifester des idées. Puis des idées, je ne sais pas si ça me venait des médias ou quoi que ce soit, mais j'étais déjà un pas en avant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, qui est beaucoup plus répandu, ce malaise-là, justement. Là, il y a quand même David Bowie avant toi. Oui, tout à fait. Mais dans mon milieu là, où j'étais, là, à la Courvilloise, à Beauport, là, donc j'étais un petit peu comme un grand marginal. Tu étais le seul David Bowie de l'école. Un petit peu. Je dirais pas que j'étais le seul, mais aussi avec une conviction politique aussi, tout ça. Et pourquoi tu dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on m'aurait dit 20 ans plus tard? Je pense qu'en posant la question, je pense que les gens peuvent comprendre. On voit aujourd'hui de plus en plus que ce genre de malaise-là apparaissent de plus en plus souvent. On le voit. Aujourd'hui, il suffit de passer à côté d'une école secondaire, là, puis regarder un peu on peut tout de suite peut-être identifier une ou deux personnes, puis se dire « Oh, c'est soit un garçon ou une fille qui s'habille d'une façon, on va dire, transgressive ou... bon. » Ben, ils ont le droit. Puis, c'est quoi oui, alors, je questionne pas ce droit-là du tout. Mais plutôt quelle réponse on apporte à ces jeunes? Parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup, de plus en plus, je ne sais pas si tu as entendu parler du livre « La fabrique de l'enfant transgenre » par Caroline Eliacheff et Céline Masson. Mais on voit vraiment une augmentation dans les pays occidentaux. Dans les derniers 10 à 15 ans, là, de diagnostic de dysphorie de genre, de 10 à 40 fois. Là. C'est une grosse augmentation qui est énorme. Mm-hmm. Tu as nommé quelque chose, le dysphorie de genre. Oui, alors... Qu'est-ce que c'est? La dysphorie de genre, c'est le malaise que peut éprouver quelqu'un par rapport à son corps, le fait de sentir être un homme, un garçon dans un corps de fille ou une fille dans un corps de garçon, d'être du mauvais sexe. Donc, principalement ça, on pourrait dire un conflit d'identité, qui est souvent lié au corps, lié à un malaise face au corps. Est-ce que tu dirais que c'est ça que tu as vécu, Alex Deschênes, quand tu étais à 14-15? Je ne sais pas si j'irais jusque-là. Je me pose la question si j'en serais pas venu, là. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, on crée aussi une ambiance de plus en plus. Moi, je vois ça un peu comme, on va dire l'effet domino, là, mais l'effet du satellite fragmenté. Là, dans l'espace, là, quand il y a un satellite qui éclate, là, qui brise, là, ben, ça crée des fragments qui vont à une vitesse folle autour de la Terre, qui, lorsqu'ils frappent d'autres satellites, ça se multiplie. Et en ce moment, on a vraiment un problème. On ne sait pas si dans quelques années, on ne sera plus capable d'aller dans l'espace parce que ça va être trop dangereux. C'est vraiment un problème qu'on se pose parce que plus il y a de fragmentation, plus ça crée d'autres fragments. Fait que là, on ne sera plus capable d'aller dans le cours d'école parce qu'il va trop avoir de dysphorie de genre. C'est-à-dire que le fait que... Un effet boule de neige. Je pense qu'en même temps je pense que le fait qu'on veut porter beaucoup d'attention, ce qui est une bonne chose, aux personnes qui souffrent,
Ça, c'est une bonne chose, mais je pense qu'en même temps, on propose aux jeunes des solutions qui ne viennent pas d'eux, qui viennent d'un monde adulte. Prenons ce livre dont tu parlais il y a quelques instants, Alex Deschaines, La fabrique de l'enfant transgenre. C'est rédigé par 2 psychiatres qui ont mené de multiples études et même des méta-études. Quelles sont les solutions qu'on propose d'emblée, disons, aux adolescents d'aujourd'hui qui vivent cette ambiguïté-là, qui, bon, à divers degrés, qui est presque, j'allais dire le propre de l'adolescence, ça serait un peu grossier de dire ça, mais l'adolescence, c'est quelque chose d'un peu fluide en soi. Là. Mais je pense que justement, c'est qu'aujourd'hui, on va de plus en plus rapidement vers une solution d'ordre médical. C'est qu'on propose une intervention, d'abord hormonale, sur un corps qui est en santé, il faut le dire. Puis, pour traiter un malaise qui est de l'ordre existentiel ou qui est de l'ordre psychologique. Puis, il ne faut pas ignorer le malaise. Et en fait, je pense que la chose dont souffrent le plus, c'était mon cas, dont souffrent ces enfants, ces adolescents et ces adultes aussi, c'est de ne pas d'abord se sentir accueillis, acceptés, compris, tels qu'ils sont ou qu'ils se sentent. Puis, donc, quand on parle beaucoup du taux de suicide, de dépression chez les personnes qui souffrent de dysphorie de genre, le principal facteur est toujours l'accueil au sein de la famille, de la communauté ou du milieu de foi. C'est ça qui est d'abord l'enjeu, c'est est-ce qu'ils se sentent acceptés dans leur milieu. Ce que je comprends de ce que tu dis, Alex Deschaines, c'est que à la fois, ça peut être tentant et néfaste de vouloir imposer une norme ou un certain modèle de masculinité one size fits all. On est contre les stéréotypes. OK, c'est ça, mais voici ce que devrait être un homme pour tout le monde. Ouais. Mais la réponse a été de catégoriser assez rapidement aussi les gens qui vivaient une dysphorie de genre. Voici, tu vas être un transgenre, nécessairement, c'est vers là qu'on va pousser les actes médicaux aussi, non? Je pense que ce qui arrive aussi, c'est qu'on va utiliser l'enfant, l'adolescent. Il y a de la politique aussi derrière ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des mouvements LGBTQ qui voient, regardez justement, moi, quand j'étais enfant, je souffrais et on va utiliser, instrumentaliser l'enfant pour faire avancer des politiques ou des idées. Qui, elles, appartiennent à un monde adulte. C'est là-dessus, moi, quelle réponse le monde adulte offre à l'enfant ou l'adolescent qui te souffre? Tu ne te sens pas bien dans ton corps, tu voudrais être de l'autre sexe, très bien, on va aller chercher les traitements nécessaires. Et là, moi, je pense que c'est le point nerveux que je pense qu'il est très important de toucher, c'est que dans la population adulte, et moi, je ne questionne pas ici le choix d'adultes de suivre des traitements spécifiques. Je ne vais pas remettre ça en question, quoique c'est des choses qui sont encore questionnées aujourd'hui. Mais on voit que... Avec des résultats assez... c'est ça. Et voilà, adultes, c'est que les résultats sont loin d'être prouvés. Loin d'être prouvés. Alors, les Centers for Medicare and Medicaid Services aux États-Unis, qui sont un peu comme, j'ai l'impression, les CIUS ici. Là, c'est une agence gouvernementale. Une agence gouvernementale qui ont publié des recommandations en 2016, alors que c'était encore Obama qui était au pouvoir. Alors, c'est pas un think tank de droite. Là, non, voilà, du tout. Donc, des recommandations à l'ensemble des centres de santé. 2 notes de juin et août 2016. En gros, là, je ne citerai pas, là, mais je vais aller vite. Que les études sur la qualité de vie des personnes adultes qui entreprennent des traitements hormonaux, des chirurgies en vue d'un changement de sexe ne démontrent pas d'amélioration significative. Les résultats sont contradictoires ou avaient des problèmes de crédibilité. Les études La majorité des études qui notaient des changements positifs étaient des études brèves, on dit non longitudinales, exploratoires ou des études de génération d'hypothèses. C'est-à-dire, on veut prouver telle hypothèse, donc on va essayer, puis on va voir dans les années qui suivent. Ouais. La plupart des études reconnaissent cependant des risques de sécurité accrus suite à des changements. C'est des interventions assez lourdes, il faut le dire, sur le corps. Oui, puis aussi la sécurité de l'acceptation autour de soi. Donc, mais ça, on s'entend, on touche à un autre point. Mais je vais citer juste une chose. Les 4 meilleures études qui ont évalué la qualité de vie avant et après la chirurgie à l'aide d'études psychométriques validées n'ont pas démontré de changement cliniquement significatif ou de différence dans les résultats des tests psychométriques après chirurgie de changement de sexe. Là, on parle des adultes, encore une fois. Voilà. Alex. Et la plus longue étude qui a été menée, pendant 30 ans en Suède, et un pays qui est très solidaire des personnes trans, montre que 10 ans
10 à 15 ans après une chirurgie, le taux de suicide en fait est 20 fois plus grand chez les transsexuels que le reste de la population. Et le point où je veux en venir, c'est qu'on voit que du côté des adultes, on n'est pas du tout certain que ces solutions-là apportent les bienfaits qu'on souhaiterait. La science avance à tâtons et c'est souvent l'argument qu'on va évoquer. La science nous dit que faut aller vers le changement de sexe, il faut aller vers l'intervention. Mais là, ce que tu nous rapportes, c'est que c'est pas si clair que ça. Je pense que par rapport à un parent qui vit cette peur-là, par rapport à un enfant qui peut avoir, qui a des doutes ou cette réelle souffrance-là, bon... je pense que devant un médecin qui lui propose des suggestions comme la prise d'hormones, si le parent n'est pas un peu renseigné, je pense que automatiquement... Vous voyez, il y a une autorité qui vient avec... Syndrome de la blouse blanche. Exactement. Alex Deschênes, il nous reste à peine 2 petites minutes. Rapidement, j'aimerais qu'on aborde d'abord les alternatives à ces interventions-là très lourdes. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou peut-être ne rien faire? Sinon, j'ai une autre question après, mais on verra si on a le temps. Moi, je dirais que, peut-être en conclusion, que j'ai pas aujourd'hui d'alternative nécessairement à proposer, sauf peut-être d'abord un accueil inconditionnel. La dysphorie de genre, c'est une condition sérieuse. La souffrance est réelle. Les personnes qui l'expérimentent, qui expérimentent un conflit d'identité devraient être traitées avec le plus grand respect, la plus grande compassion. Puis il faut continuer à chercher à trouver des réponses plus efficaces et plus humaines. Un cheminement spirituel? Puis peut-être. Moi, j'allais en venir en conclusion qu'il y a un malaise quand même, pas juste parmi nous, là, mais dans la communauté médicale, parmi les juristes. On sent qu'il y a une transgression, qu'on commence à jouer avec la nature, là. Que dans un monde où tout le monde ne croit pas en Dieu, il n'y a pas nécessairement... Est-ce qu'il y a nécessairement un sens ou une signification au corps et à la nature? Mais en même temps, il faut se poser la question, mais où sont les limites des pouvoirs de l'être humain sur le corps? Est-ce que finalement, on est les maîtres, les possesseurs de la nature ou les gardiens de la nature? Je pense qu'il y a juste une attitude davantage de respect. Et je pense que parfois, on est un peu dans le mode panique, surtout quand on parle des enfants et des adolescents. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Puis, c'est ce que la sexologue Thérèse Argot disait, c'est que dans la grande majorité des cas, quand on attend que l'adolescence passe, ces malaises-là, ces ambiguïtés-là par rapport au genre... se modifient et parfois disparaissent. S'atténuent à un point des fois important. Oui. Peut-être même une dernière, Anne Fausto-Sterling, qui est loin d'être une auteure avec laquelle je suis d'accord en général. Pour elle, le corps est quelque chose d'absolument neutre. Mais ceci dit, elle est vraiment... Elle est pour le laisser devenir, laisser l'enfant et l'adolescent grandir et plus tard, quand il aura atteint l'âge adulte, déterminer ce qu'il veut être. Alex Deschênes, merci pour cet éclairage sur un sujet difficile et merci pour le témoignage aussi. C'était très éclairant. On peut te lire de temps en temps dans leverbe.com et t'écouter à On n'est pas du monde. On peut te lire aussi, tu as publié en 2021 Tu es don, la théologie du corps pour les jeunes chez Novalis et Artege. Alex Deschênes, merci beaucoup. Merci. C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, allons-y avec les suggestions culturelles et suggestions tout court de nos chroniqueurs. Jean-Philippe Marceau. Oui, un livre, un très grand classique que j'aime bien lire à peu près une fois par année. Là, en traduction française, c'est Paradis perdu de John Milton. Fait que Paradise Lost en anglais, c'est comme un grand classique, surtout pendant le temps de carême. Là, c'est bien de me replonger là-dedans, je trouve. Paradis perdu de John Milton. Merci beaucoup. Traduction française de Chateaubriand. Donc c'est très bon en français aussi. Ah, merci Jean-Philippe. James.
Moi, c'est un peu en réaction positive à la chronique d'Ariane cette semaine sur le recyclage des vêtements, la réutilisation. Il y a une coop de couturières à Montréal qui s'appelle la Coop Couturière Pop, qui a été fondée, instituée par Camille Goyette-Gingras, une fille qui était très active aussi, impliquée politiquement dans le PQ, etc. Et puis donc, la coop travaille en collaboration avec les designers, les créateurs locaux. Ils offrent des cours de couture et de réparation. Ils travaillent avec des entreprises même. Donc, je trouve que c'est la belle formation que tout le monde peut aller chercher là, pour apprendre à réparer soi-même son linge et apprendre à couture. Merci, James. Il y en a d'autres aussi à Québec, Ariane, des trucs comme ça. Oui, exactement. Pour ceux qui veulent élargir leur spectre de réparation possible, vous pouvez aller à la rencontre des cafés réparation proches de chez vous. À Québec, il y a La Patente, située dans Limoilou. Pour les gens de Montréal, vous pouvez regarder Mon Atelier de quartier. Ça a des fois lieu à Sherbrooke au Baobab Café, ou encore pour les gens de Trois-Rivières, il y a La Shop à réparer qui fait ce genre de choses. Merci, Ariane. Alex, rapidement, Oui, moi qui ne suis pas très fan de séries télévisées, puis j'aime pas m'engager dans une série télévisée, je viens de terminer une courte série qui s'appelle Made, M-I-D, sur Netflix. Je pense que ça a déjà été discuté par James, mais si c'est bon, on peut suggérer 2 fois. Ouais. C'est peut-être la meilleure série que j'ai vue de ma vie, là, sur une femme, la violence conjugale, mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est loin d'être... C'est pas graphique, il n'y a rien de comme choquant, là, non, mais qui donne vraiment pouvoir à une femme de se sortir de ce cycle de violence. Merci beaucoup, Alex. Merci à Ariane et Jean-Philippe, James, et merci aussi à Marc-Antoine Baudette à la technique. On peut écouter ces émissions, les émissions dans les pas du monde sur leverbe.com/radio. Vous pouvez partager ça sur vos balados préférés. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde. On remercie la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier.